Mathieu Mbenga Bega, il y a 3 ans, je vous recevais sur un plateau qui n'était pas celui-là d'ailleurs, mais c'était toujours la même émission. Vous étiez venu me parler de votre livre « Minorité visible, intégration quasi impossible en France ». 3 ans après la parution de ce livre, est-ce que les choses ont changé ? Il y a une relative évolution dans ce sens qu'on nous annonce dans les banlieues parisiennes et notamment la minorité visible commence à s'organiser. On ne peut pas aujourd'hui affirmer qu'il y a vraiment une avancée. Les choses avancent, elles sont lentes parce que aussi la difficulté est particulièrement difficile, puisque il ne s'agit pas de dire ça y est on intègre, mais c'est un long processus. Nous en avons parlé longuement la dernière fois, et c'est beaucoup de retard quant à ce qu'il faut mettre dans l'éducation nationale en termes de valeurs, en termes de possibilité de commencer à apprendre à vivre ensemble. Je parle de la minorité visible et la communauté nationale. Alors, votre nouvel ouvrage, il est là. En attendant la démocratie africaine, le pillage des richesses africaines continue. Continue. Oui, alors donc ce livre est très important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il fait appel à l'exigence d'une réforme sur la politique africaine, la politique africaine de la France de Sarkozy, de la France du président Nicolas Sarkozy. Il ne peut pas y avoir de réformes partout dans notre pays sans que ces réformes-là arrivent quand ça concerne la partie africaine dans sa relation avec la France notamment. De quoi il s'agit? Nous observons que depuis les années 1960, les problèmes que connaissent l'Afrique subsistent. Je parle un peu de racisme contre les femmes, une jeunesse africaine abandonnée à elle-même, les guerres civiles, les assassinats politiques, il manque d'eau, d'électricité, dans des villes et les campagnes, il n'y a pas, et ce qui est plus frappant, c'est de constater que malheureusement, il n'y a pas de solidarité entre Africains. Quand on a dit ça, c'est le côté africain. On s'est dit, tiens, les Africains n'avaient qu'à s'organiser. Mais en même temps, on observe que si l'Afrique veut aujourd'hui, je parle de l'Afrique francophone, veut trouver un début de développement objectif, il faut absolument que les changements s'opèrent d'abord à la fois en Afrique subsaharienne et en France. Pourquoi la France? La France a une relation particulière avec l'Afrique francophone. Donc, aujourd'hui encore, on est donc dans le changement de mentalité. Parce qu'au fond, quand on veut parler sérieusement, on voit bien qu'aujourd'hui, la richesse africaine, parce que l'Afrique francophone est immensement riche, cette richesse profite à qui aujourd'hui? À la classe dirigeante africaine et l'élite, d'une part, et d'autre part, à la classe dirigeante des puissances colonisatrices. Voilà. Entre-temps, au milieu des deux, c'est les populations africaines qui crèvent, pardonnez-moi l'expression, la bouche ouverte, et cela n'est pas supportable. En 2010, il faut absolument que le bon esprit, que les gens comprennent bien qu'après tout, il s'agit d'un problème humain. Le monde ne peut pas se développer avec un tel écart. D'ailleurs, je ne suis pas le premier à le dire. Il y a le président, le député européen communiste, M. Francis Wurst, qui dit on ne peut pas continuer comme cela. Vous vous rendez compte, le continent dont on vous présente en Europe comme étant le pays le plus pauvre du monde, la Banque mondiale, et là c'est le député Wurst, après étude, qui le dit, et la Banque mondiale et le FMI font les profits, mais colossaux sur le continent dit le plus pauvre du monde. Il y a donc une hypocrisie, je dirais, il y a un cynisme qu'il faut dénoncer et surtout de faire appel à des bonnes consciences de ceux qui gouvernent aujourd'hui l'Afrique et la France. Et le sommet de Nice, pour vous, c'est quoi? C'est un coup d'épée dans l'eau? C'est une voie intéressante qui s'ouvre? C'est la France-Afrique? C'est la France-Afrique qui continue dans ce sens que là, on ne parle pas des problèmes des populations africaines. Lorsqu'on a expliqué qu'on va faire le business, mais oui, ça se fait déjà. Ce que je dis dans mon livre, En attendant la démocratie africaine, c'est quoi? C'est que la France n'a plus à soutenir les dictateurs en formation ou en exercice. La France peut continuer, et parce que c'est ses intérêts, et elle a raison, continuer à faire les affaires avec l'Afrique, mais en soutenant la jeune classe démocratique novatrice qui est à même de prendre en charge
le développement de l'Afrique. D'ailleurs, dans le discours important du président Nicolas Sarkozy, le premier à Dakar en 2007, je pense, que dit le président français? Il a raison, il dit, écoutez, vous Africains, je viens vous parler en ami, dites-moi ce que vous voulez faire. Voulez-vous régler vos problèmes par la voie politique, c'est-à-dire par la négociation? Voulez-vous développer votre continent? De quelle manière? Dites-nous ce que vous voulez faire. Après quoi, nous serons, nous Français, comment vous aider? C'est un discours politique de type général, mais qui montre bien que il y a d'un côté l'effort qui doit être fait du côté africain et l'effort qui doit être fait côté européen, en tout cas côté français, pour trouver une voie qui est celle d'une nouvelle politique, d'où la réforme à laquelle je fais appel, d'où la réforme de la politique de la France de Sarkozy. Alors, si la France n'a pas besoin de l'Afrique, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique a encore besoin de la France? Parce que les Américains, les Chinois, les Indiens, eux, ils ont compris, ils sont là. L'Afrique, la France, lorsqu'on veut être sérieux une minute, d'ailleurs nos penseurs et nos hommes politiques de notre France, de notre pays, savent très bien que la France ne peut pas, l'économie de la France dépend de l'Afrique. Je pense vraiment 17 pays africains dont l'utilisation est le franc CFA. Savez-vous que le franc CFA, qui est arrimé à l'euro, c'est la France, que notre pays qui en profite. J'ai dit tout à l'heure que, sans être excessif, que c'est la France pour l'instant, qui profite des richesses africaines. Bien sûr, il en reste une partie pour les dirigeants africains qui, eux, en revanche, malheureusement, ne font pas grand-chose, ne font rien pour développer l'Afrique. Je veux dire, on peut réaliser une affaire. Je veux pas pour prendre un exemple de référence, je veux pas vous en vouloir parce que vous mettez plus d'argent et que vous en gagnez plus. Mais en revanche, ce qui me reste, je dois pouvoir être capable d'investir dans les rues, dans la santé, dans le sida, mais non. Mais la France voit bien que ces dirigeants-là, africains, entre guillemets, ne feront rien pour développer l'Afrique, mais elle continue quand même à les soutenir, à les appeler chef l'État. Mais non, on ne peut pas continuer comme ça parce que la France, l'image de la France n'a pas besoin de soutenir des gens qui montrent en permanence, qui traitent leur propre peuple, de leur propre nation, de leur souveraineté. La France des droits de l'homme ne devrait pas et ne doit pas. C'est ce que quand vous prenez les exemples, par exemple, le projet important de la nouvelle coopération initiée par l'ancien Premier ministre Alain Juppé, il dit la même chose. Le député Francis Juste dit la même chose. Monsieur Charles Pasqua dit la même chose en disant que la France ne doit pas être insensible à ce qui se passe dans l'Afrique. Donc l'implication de la France pour le développement de l'Afrique est essentielle pour que justement qu'il y ait un sursaut et donc un début de changement de mentalité. Vous, il y a un président africain qui trouve grâce à vos yeux, d'autres peut-être, mais en tout cas vous en citez un dans votre livre, c'est Abdoulaye Wade. Oui, Abdoulaye Wade initie, j'aime bien, vous savez, vous en avez parlé, on parle en tant que confrère, j'aime bien, je suis passionné du progrès. J'aime bien le progrès, parce que je regarde un peu les pays nantis, donc modernes, comment les fils et les filles de ces pays-là sont portés par le progrès et donc par l'image de leur pays, par l'idée même de vivre dans leur pays sans pas sous la dominante, mais en ayant leur production propre. Et comme ça, et ils sont forts, importants pour rencontrer d'autres civilisations. Cette démarche-là est peut-être celle de ma famille, parce que je n'ai jamais connu autre chose dans ma famille. Ouais. Vous savez, moi je viens dans une famille modeste, mon père cultivateur, un grand cultivateur et patriarche de cacao, et lui, mon père se lève à 6h du matin. 6h du matin, vous savez, le soleil se lève très très tôt, et on a des gens qui travaillent pour moi. Mon père, il faut qu'il soit sur place pour voir ce qui s'y passe. Donc on vous dit pas, moi-même quand je rentrais du lycée, et puis du collège et puis du lycée, mon père s'arrangeait toujours avec nos ouvriers pour qu'on laisse une portion de terrain. On dit, tiens, tu vas venir travailler pour voir comment c'est difficile de travailler et gagner de l'argent. Cette culture-là, cette noblesse-là, doit quand même être une des valeurs qui interpelle les Africains aujourd'hui. Ils viennent en France, on comptable la Tour Eiffel, c'est formidable tout ça. Mais oui, parce que les Français travaillent depuis des générations pour garder tout ça en mémoire et vivant, et pour que l'image de la France continue à rayonner. Alors, c'est toute cette problématique-là que je vais dans mon livre, c'est-à-dire d'un côté, il y a, et comme le dit d'ailleurs mon confrère Henri Fabre, journaliste parlementaire et qui est créé dans la Haute-Loire, l'Éveil.
Je lui ai dit, mais la question, c'est lequel? C'est le changement de mentalité. Nous ne pouvons pas, et nous n'avons pas le droit aujourd'hui, de continuer à faire comme si de rien n'était. Personne n'aide l'Afrique et personne n'aidera l'Afrique tant que l'Afrique ne cède pas elle-même. D'ailleurs, l'ancien ministre de Barge, il dit que aucune aide au monde n'a jamais permis à un pays de se développer. Donc, il y a des signaux partout. Sauf qu'il y a une absurdité terrible entre la France-Afrique actuelle qu'il faut vraiment détruire parce que il n'a plus le sens d'être. Il est c'est-à-dire l'émergence d'une nouvelle classe politique avec de jeunes dirigeants tournés vers le développement de l'Afrique économique, politique et sociale. C'est avec cette classe-là, donc nouvelle, que, de mon point de vue, la France doit véritablement s'investir et de travailler. D'ailleurs, le discours de Nicolas Sarkozy reprend un peu ça, sauf qu'il reste un discours politique. C'est là où je dis, allons un peu plus loin. C'est quand la réforme de la politique de la France, de la politique africaine de la France aujourd'hui. Il faut qu'on nous le dise. Il ne faut pas que ce soit un discours très très général avec des intentions générales qui n'apportent pas grand-chose pour l'instant. Votre livre, donc, publié aux éditions Bibouk, L'un vaut l'autre, en attendant la démocratie africaine, le pillage des richesses africaines continue. On prend rendez-vous pour un prochain numéro et cette fois-ci peut-être que vous viendrez nous dire que les choses ont commencé à bouger. Oui, nous espérons et surtout que des propositions que j'en fais sont de bon sens. Si je suis un peu dur entre les uns et les autres, la France, la politique de la France sur l'Afrique, sur les Africains eux-mêmes, l'axe novateur, c'est de faire des nouvelles propositions, comme d'ailleurs dans ma façon d'écrire, c'est que tout n'est pas de dire ça ne va pas, mais bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit. La question, c'est comment fait-on pour que ça aille mieux. J'espère que dans ce prochain rendez-vous, que j'espère prochain, que je puisse vous dire, oui, il y a les réformes côté français, parce que la France est au pivot de tout, au centre de la politique africaine. C'est-à-dire, c'est quand même rien qui concerne l'Afrique francophone ne se fait sans l'aval de la France. Merci beaucoup.